Bienvenue dans Tête à Tête, le rendez-vous incontournable du samedi soir sur Label Télévision. J'ai avec moi ce soir un visage connu à l'écran sur Label, Madame Innocente Courant, professeure, également présentatrice de l'émission Expression. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Penda, le plaisir est pour moi. Très bien. Alors, qui est Innocente Courant? Innocente Courant est mère de famille et elle enseigne le français et dakaroise de naissance et d'adoption. Et d'adoption. Mais vous vivez au Gabon? Alors, je vis à Libreville et là où je travaille, où j'exerce ma profession. C'est une richesse d'avoir des origines différentes de celles du Sénégal, d'être né au Sénégal et de travailler au Gabon. Au Gabon. D'accord. Alors, vous êtes professeur de français? De français. Au lycée, au collège? Lycée, collège en même temps. Lycée, collège en même temps. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe comme quand on a envie de bien faire et puis quand on vit avec les jeunes gens. C'est l'avantage, c'est un des avantages de l'enseignement. On reste toujours jeune, parce qu'on est toujours avec des jeunes gens qui nous enrichissent. Nous pensons les éduquer, mais au final, ce sont les jeunes gens qui nous éduquent. Ah bon? Oui, et comment? Oui, parce que nous avons nos certitudes, nos convictions. Et puis, nous sommes souvent imbus, nous les adultes, en général, et les enseignants en particulier. Nous sommes souvent imbus de nous-mêmes. Pensez tout savoir? Tout savoir, tout connaître. Avoir tout visité, tout revisité. Et à un moment donné, tout nous revient en pleine face. On se rend compte qu'on ne connaît rien. Et après, il faut relativiser. Et après, il faut improviser. Je pense que le métier d'enseignant, c'est le métier de là où on improvise le plus. Il faut improviser parce que les jeunes gens, il faut les séduire. Parce qu'on ne peut rien apprendre de quelqu'un qu'on n'aime pas. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous êtes dans le système depuis combien d'années? Système gabonais purement ou Alors, j'enseigne, je crois, depuis l'âge de 19 ans. Wow. Parce que, comme j'étais étudiante en lettres, et on nous donnait la possibilité, en ce moment-là, je ne sais pas si c'est toujours le cas, déjà dès qu'on était en deuxième année ou en licence, et qu'on voulait faire le job d'étudiant, comme on dit, en général, les écoles privées de la place, avec l'autorisation du ministère, parce qu'il fallait une autorisation du ministère pour enseigner, avec une licence, ou bien on appelait ça le duel, le diplôme à partir de la deuxième année. En général, on nous donnait une autorisation et on allait déposer dans les écoles privées qui nous donnaient les petites classes. D'accord. Voilà. Et c'est à l'âge de 19 ans que j'ai commencé cela. Ensuite, j'ai été à l'école normale après la maîtrise. Et ma formation, j'ai eu mon premier poste à Fatick, une ville avec qui j'ai une histoire et une ville que j'affectionne particulièrement. Ensuite, à cause du mariage, ou grâce au mariage, c'est comme on veut. À cause du mariage, grâce au mariage, je suis allée à Libreville. Et j'ai eu la chance d'avoir un métier où le Gabon était demandeur. D'accord. Et voilà, je suis professeure de français à Libreville. D'accord. Alors, dans le système même, comment ça se passe en termes scolaires, en termes d'éducation? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut améliorer peut-être, si tel est le cas? Quel est votre regard aujourd'hui global en termes d'éducation pour les jeunes? Plus en plus aujourd'hui connectés ou digital, comment ça se passe? Le problème avec les jeunes aussi, c'est un problème, c'est que nous avons en général, pour la plupart du temps, des enseignants qui ne sont pas devenus ceux qui sont par vocation. Ça, c'est un gros problème. D'accord. L'enseignement, je dis souvent, soit on aime, soit on va vendre les oignons. On sera plus riche et puis on aura moins de problèmes. Les enfants, il faut les aimer. Il faut les aimer et s'enrichir d'eux. Et souvent, quand on a un système qui n'évolue pas, malheureusement, je peux donner l'exemple de manuels que je voyais quand j'étais étudiante. Et qui existent toujours. Et qui existent toujours et qui sont toujours utilisés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans la mesure où il faudrait s'imprégner des réalités. Parce que justement, ce qu'on enseigne, ce qu'on étudie, doit être
en relation avec le quotidien. Il ne faut pas qu'il y ait un déphasage entre ce que les enfants font à l'école et ce qui se fait à la maison ou ailleurs. Parce que là, ça les ennuie et ils pensent que l'école, c'est pour avoir des notes, pour faire plaisir aux parents, et la vie est ailleurs, malheureusement. Oui. J'ai entendu récemment des vraiment jeunes, hein, je crois classe de CM2, qui disaient qu'elle ne voulait pas aller à l'école, qu'elle ne voudrait pas étudier tout simplement. Mais elle ne veut pas aller leur réinculquer cette envie? Mais elle ne veut pas aller à l'école parce qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie tout simplement. Elle s'ennuie. Il y a beaucoup d'enfants qui s'ennuient dans les classes. Et puis, on a une fâcheuse tendance, nous les enseignants, d'avoir des cases. Et on fait entrer chaque enfant dans les cases existantes. Et s'il y a un enfant qui malheureusement n'entre dans aucune case, il est marginalisé. Alors qu'il y a des enfants atypiques, il y a des enfants différents, il y a des enfants qui dès le bas âge, ils sont prédestinés à autre chose. Et puis qui sont assez intelligents pour savoir que l'école telle que nous la connaissons est caduque. D'accord. L'école est caduque. Moi, je conçois mal qu'on ait encore ce système où le professeur est devant, les élèves, il a la science infuse, et puis il y a des rangées d'élèves qui sont là, la moitié ou les trois quarts n'écoutent plus. D'accord. Et comment vous rattrapez ça derrière? Il y a le digital, ils étudient à la maison? Étudier à la maison sans professeur, c'est compliqué dans la mesure où nous avons eu l'expérience avec l'enseignement à distance qui a montré ses limites, surtout quand les moyens ne suivent pas, parce qu'il faut beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités, beaucoup d'outils pour bien travailler avec le digital. Et en général, soit les outils n'existent pas, soit les enseignants ne sont pas assez formés pour. D'accord. Voilà. D'accord. Et on les forme de plus en plus J'espère. Oui, vous espérez. J'espère. Et quant au système français, c'est différent? Est-ce que c'est comparable? Moi, je pense que... La question se pose. Je pense que nous avons le jour et la nuit. Carrément. Quelquefois à moins d'1 kilomètre. Oui. Parce que je vois qu'il y a des manuels qui changent dans le système français. Tout à fait. Nous parlons du système français parce que nous sommes des francophones, parce que nous avons hérité cet enseignement-là de la France. Et les Français, ils changent de programme. Bien sûr. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, toujours est-il que le programme est changé. On s'ennuie moins, les enseignants s'ennuient moins. La routine, quand on voit les enseignants qui débarquent avec des fiches jaunies, ça me choque. Ça date. Ça me rend triste. D'accord. Normalement, on doit, à la limite, avoir le même programme tous les 2 ans. Mais pourquoi ne pas changer le programme chaque fois qu'il le faut ou chaque année? Comme ça, l'enseignant aura moins l'impression de s'ennuyer et les élèves vont adhérer. Parce que quand on a un programme comme celui de la France, et dans toutes les matières, que ce soit en anglais ou ailleurs, on voit qu'il y a une évolution en relation avec le quotidien. Et j'ai une collègue, une amie qui est professeure d'anglais et qui disait que chaque fois qu'il y a un nouveau président aux États-Unis, puisque c'est chaque 4 ans, les manuels changent. D'accord. Clinton avait le manuel et puis l'autre, etc. Mais pourquoi les manuels de l'Afrique ne changent pas? Pourquoi c'est le même manuel depuis 20 ans, depuis 30 ans? Je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une paresse qui ne se justifie pas. Vous dites que nous étudions toujours, parce que nous sommes dotés du système colonial, donc entre guillemets, on apprend beaucoup du système français. Ne faudrait-il pas aujourd'hui justement commencer à enseigner notre histoire par nos propres historiens, nos propres chercheurs? Parce qu'en termes de matière, je pense qu'il y a matière. Oui, mais beaucoup de scientifiques, beaucoup de, si je peux citer tout de suite, des chers Antadio. Pourquoi pas aujourd'hui remettre ce type d'enseignement au programme pour les plus jeunes? Oui, mais est-ce que même apprendre nos propres langues. Oui, mais est-ce que la logistique est en place? Il faudrait. C'est la question je pense que l'enseignement public en général, c'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre. Le parent pauvre du système du gouvernement en général. Dans la mesure où je pense qu'on croit qu'il faudrait rentabiliser. Et comme nous ne sommes pas des vendeurs de chaussures, nous ne sommes pas des fabricants de chaussures, la chaussure est fabriquée, elle est vendue et le bénéfice est là. Mais pour avoir les résultats, il faut peut-être une génération ou 2 pour avoir les résultats. Et justement, quand on se comporte comme ça avec l'enseignement en général, et les enseignants en particulier, on est en train de tuer le peuple.
Le peuple meurt à petit feu. Je pense qu'il ne faudrait pas chercher des kalachnikovs, comme on dit. Heureusement que j'ai la peine à prononcer ce mot. Mais il faudrait plutôt garder ces manuels-là et tous les enfants vont mourir. Oui, mourir par rapport sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel. Ce sera la mort de la nation. Ce serait bien dommage. Malheureusement, oui. Mais ce qui arrive, ou ce qui est déjà arrivé. Je ne sais pas, j'ai un collègue à Libreville qui a dit dans l'expression, il enseigne à l'université. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites à l'université? Il me répond, je suis en train d'essayer de réveiller des cadavres. Ah. C'est triste. Il faudrait en rire parce que si on n'en rit pas, on risque d'en pleurer. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Revenons à Expression, justement. Oui. Un petit décor derrière nous avec quelques livres. Alors, oui. Vous revenez très souvent sur la littérature africaine. Oui. Alors, la littérature, Madame Courant, comment la revisiter? Qu'en dire aujourd'hui aussi? Les gens lisent moins, les jeunes lisent moins. Pourquoi? La reviser pour qui? Et pour les jeunes, pour la nouvelle génération? Pour les jeunes, oui. Bien, on a la littérature, oui, on a la lecture. Mais la littérature n'est qu'une forme d'expression de la pensée humaine. Je n'ai pas envie de rabaisser les autres moyens de communication. C'est une forme, il y a d'autres formes d'expression. La littérature, elle est là pour le bien des jeunes gens. Nous avons aussi certains moyens audiovisuels liés à une distraction populaire. La série, si elle est bien utilisée, c'est un formidable moyen de développement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il faut qu'on y pense. On y pense. Eh bien, les élèves ne lisent plus comme avant. Pourquoi? Mais après, parce qu'on ne leur a pas appris à lire. Je persiste à dire que dans la littérature, on n'a pas une histoire à raconter. Pour moi, ce n'est pas une histoire à raconter. L'histoire, même si elle est très croustillante, c'est seulement un prétexte pour montrer la beauté du texte, pour montrer la beauté de l'utilisation des mots. Et malheureusement, oh, le livre là ne m'intéresse pas, parce que l'histoire n'est pas... Ah, ce n'est pas l'histoire qui est le problème. Si on en revient à la littérature que nous connaissons, cette littérature-là qui est africaine, qu'est-ce que nous avons? Des thèmes pour lesquels rien n'est nouveau. Rien, oui. Rien. Oui. Qu'est-ce qui est nouveau? Pourquoi ces textes traversent les siècles? Je vais y arriver. Pourquoi ces textes traversent les siècles? Pourquoi ces textes sont proposés comme modèle aux apprenants? Mais parce qu'il y a la beauté de l'écriture. Apprenons à nos enfants à lire le texte. Apprenons-leur à savoir détecter ce qui est beau, ce qui est bien. Au lieu de penser qu'il faudrait une histoire comme dans les séries ou dans les films de série B pour que le roman puisse être... Un petit peu comme les contes, j'ai envie de vous dire, avec la morale de l'histoire qui sortait toujours à la fin. Oui, la morale, oui. Même aujourd'hui, on ne compte plus comme avant. Oui, la morale peut être explicite, bien sûr, mais elle aurait pu être implicite. Ça ne changera pas la qualité. Et puis ça reste traditionnel et culturel. À l'époque, je me rappelle, nous encore, quand on était plus jeunes, c'était toujours un conte autour des grands-parents, oui, mais à l'époque, la famille. Pour reprendre ton expression, à l'époque, les parents n'avaient pas démissionné. C'est vrai. J'ai envie de... du coup... Chacun a sa part de travail, hein, chacun a sa part de responsabilité. Vous pensez que les parents ont démissionné? Oui, oui, oui. Les parents sont devenus des chercheurs d'argent. Oui, c'est vrai. Et la nature a horreur du vide. Et pour une société de plus en plus difficile avec tout ce qui se passe. Soit les enfants, soit on s'en occupe, soit on ne les fait pas. Ah. J'ai entendu dire que dans certaines croyances religieuses, le fait de faire un enfant et ne pas s'en occuper comme il faut, c'est péché. C'est péché. Alors attention. Ne péchons pas. Oui. Un peu politique? Oui. Vous êtes féministe? Non. Du tout? Du tout. Vous ne défendez pas la cause des femmes, l'accès à certains... Non, je ne défends pas la cause des femmes. Je propose d'éduquer les hommes. Ah. Les femmes n'ont aucun problème. Intéressant. Comment on va les éduquer alors? Que les mamans fassent leur boulot comme toujours, comme par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Parce que c'est celles qui font... Ceux qui font du mal aux femmes, ce sont des femmes. Les femmes sont les premières à faire du mal aux autres femmes, en général. La solidarité féminine. Par exemple, même quand un garçon veut sortir de l'ordinaire, il veut être bien,
ils commencent à faire des travaux domestiques. Et ça ne plaît pas trop à la maman en général. C'est vrai. Ça ne plaît pas non plus aux belles-sœurs. C'est vrai. Ce sont les femmes qui doivent éduquer les hommes. Dès le bas Et âge. les hommes se sentiront mieux. Et je pense que le problème en général pour les femmes, c'est toujours les femmes. Que ce soit en relation avec les hommes, en relation avec les autres femmes. Alors je ne suis pas féministe. Je voudrais que chaque être humain puisse être traité de telle sorte qu'il sente qu'il a des obligations et qu'il a des droits. Moi, la référence au sexe n'est pas pertinente. Le genre n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, et les compétences et les valeurs humanistes. Et les valeurs humaines. Quel que soit le genre auquel on appartient. Quelles valeurs justement défendez-vous? L'amour. L'amour. Quand on s'aime, on peut aimer les autres. Quand on ne s'aime pas, on n'aime pas les autres. Aimons-nous. Et quand nous allons nous aimer, nous allons distribuer l'amour autour de nous. L'amour. D'accord. Alors, Madame Courant, toujours par rapport aux femmes aujourd'hui à la conquête de certains postes de pouvoir, de politique. Aujourd'hui, on l'a vu avec les mairies, même la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que certaines, à un certain niveau, la plupart des femmes ont l'impression de nager à contre-courant. Ça, c'est sur le plan horizontal. Elles nagent à contre-courant parce que la société les retient en arrière. On ne laisse pas la femme libre comme elle Nous l'aurait n'avons voulu. pas tous les droits. Nous n'avons pas toujours tous les droits, nous n'avons pas toujours la liberté de choisir. Nous sommes conditionnés par la famille, nous sommes conditionnés par les enfants parce qu'il n'y a personne d'autre pour aider ces enfants-là à notre place pour qu'on puisse s'épanouir au-delà de la concession, au-delà du cercle familial, au-delà même du cercle professionnel restreint, qu'on s'ouvre aux autres et qu'on soit polyvalent et puis qu'on se diversifie. D'abord. Ensuite, sur le plan vertical, nous avons le plafond de verre. À un moment donné, on voit ce qu'on veut, on voit ce qu'on aurait voulu avoir, mais on se heurte à ce plafond-là parce que justement, il y a cette façon de limiter. Et ce qui est malheureux, on est limité par ce plafond de verre, en général avec l'entourage, et la raison première, c'est la maternité. C'est triste. Ouais. C'est triste que le fait de donner la vie puisse... Les congés, les salaires inférieurs, parce qu'on coûte trop à la sécu, et puis... Tout à fait. Mais je pense que c'est parce que il faut choisir de faire des enfants ou choisir de faire carrière. En général, c'est difficile de concilier d'aller les deux. C'est possible, mais c'est très difficile. Et à un moment donné, l'instinct de conservation fait que tout de suite, on s'occupe plus de la progéniture et on laisse la carrière de côté. Ce n'est pas mauvais comme choix. Ce n'est pas mauvais comme choix, mais c'est triste d'en arriver là. Heureusement qu'il y a dans certains pays ce qu'on appelle le congé de paternité qui permet à la maman de se reposer un peu sur tous les plans, mais ce n'est pas encore suffisant. Et là encore, il y a des femmes qui sont réticentes par rapport à ce congé de paternité. Peut-être qu'elles ont envie d'être toujours les cheftaines dans certains cercles, parce qu'elles ne veulent pas que les hommes empiètent sur leur plate-bande. Et puis voilà, mais je pense que pour les femmes, c'est toujours plus difficile. Toujours plus difficile. Je ne suis pas féministe parce que je pense que je n'ai pas envie d'être l'égale de qui que ce soit. J'ai tout juste envie qu'on me regarde comme un humain et qu'on me respecte en tant que tel. D'accord. Quelle bataille doit-on encore mener davantage pour pouvoir justement accéder à tous ces droits et jouir pleinement Il faudra éduquer les enfants. Vous mettez tout sur l'éducation. Oui, ça reste la base. Je pense que c'est la base. C'est la base de tout. L'éducation, le regard qu'on a sur l'autre, le regard qu'on a sur le sexe masculin, le regard qu'on a sur le sexe féminin, le regard qu'on a sur les enfants, le regard sur l'autre. Il faut changer les regards parce que ce complexe de supériorité-là engendre que la plupart des personnes subissent, je dis subissent, mais ce complexe de supériorité est toujours là et engendre aussi des complexes d'infériorité. Parce que quand on se dit je suis mieux que lui, on trouvera quelqu'un d'autre qui est mieux. Encore une fois. Mais si tous les êtres humains ont les mêmes droits, il n'y aura aucun être humain au-dessus d'un autre être humain. D'accord. Que dire aux femmes entrepreneurs? Courage. Courage.
courage. Beaucoup de défis, beaucoup de défis. Elles ont la chance, risques. Elles ont la chance de s'affirmer. Elles ont la chance d'avoir envie de s'épanouir. Et c'est magnifique qu'il y ait des femmes qui, en dépit de tout, se battent. Et puis, je pense que ça va aller, mais il faudrait toujours quelqu'un pour les aider, parce que concilier et maternité et mariage, c'est le boulot à temps plein. Être épouse, c'est un travail à temps plein, parce qu'il y a la belle famille, la belle sœur, la belle. Et malgré ça, on ne veut pas de la polygamie. Mais la polygamie n'arrange pas les choses. N'arrange pas les choses. Au contraire, parce qu'il faut gérer aussi la coépouse ou les coépouses, en plus des maîtresses. Bon, alors ce serait intéressant qu'on commence à respecter le choix des femmes entrepreneurs, et que ces femmes-là puissent... Il y a toujours souvent dans l'entourage immédiat des personnes bienveillantes, bien sûr, des personnes de bonne foi qui peuvent aider, et pour que ça s'améliore. Et malheureusement, on voit que chaque fois qu'une femme veut se battre, elle perd le bénéfice du doute. Elle perd, surtout du côté du mari, c'est compliqué. C'est compliqué. On trouve des hommes extraordinaires qui seront là pour donner le biberon, qui seront là pour mettre l'enfant au dos. Bon, j'exagère, mais bon. C'est possible aussi. C'est possible. Mettre l'enfant au dos. Et je ne sais pas, lire les contes aux enfants pendant que la maman a une réunion, parce qu'elle finit très tard. Oui, c'est possible. Ou pourquoi pas qu'il y ait des hommes qui choisissent justement, parce que leurs femmes ont les compétences pour faire autrement. Elle reste à la maison? Oui, voilà. L'homme reste à la maison et la femme est chercheuse d'argent. J'en ai vu. C'est très rare, mais ça existe et ça fonctionne. Ça fonctionnera si les autres ne viennent pas s'occuper des choses qui ne les regardent pas. Tout à fait. Le rôle des médias, le rôle des femmes dans les médias, selon vous? Dans les médias, qu'est-ce qu'on devrait... Si on parle de médias, on va prendre le moyen de communication le plus populaire, la télévision. La télévision. Je voudrais que les femmes arrêtent d'être des pots de fleurs. Mais je t'aime beaucoup comme ça. Tu es très jolie, très élégante, très comme il faut, parfaite. Oui, d'accord. C'est bien d'être jolie comme ça, mais qu'on arrête d'être là pour faire jolie. Je pense qu'on doit s'organiser. Il y a quelque chose d'autre qui me dérange par rapport à la télévision. Quand une professionnelle est exemplaire, parfaite, tout de suite, on la voit dans les bureaux. Elle ne sort plus pour communiquer, alors qu'elle a le talent, elle a les compétences, elle a le potentiel. Et chaque année, chaque 2 ans, on a de nouvelles têtes, des jeunes filles sans expérience, qui pensent plus à ce qu'elles montrent qu'à ce qu'elles proposent. Du marketing. Et au lieu de... Souvent, elles sont là à se stariser, au lieu de faire le travail qui est de communiquer. Alors ces femmes-là, qu'on arrête. J'aime beaucoup le fait que les femmes aiment s'occuper d'elles-mêmes, elles aiment paraître jolies. Oui, c'est bien. Mais c'est pas que ça. C'est pas suffisant. Pas là pour ça. Et souvent, moi, ce que je déplore, c'est que les plus grands journalistes sont dans les bureaux. Elles sont nommées directrices de. Alors que c'est elles qui doivent être là et parler au peuple. La télévision est un formidable moyen formidable outil de développement et d'éducation. Pour éduquer. On devrait peut-être faire 50-50 ou même plus, hein, donner la parole aux femmes. Même les médias européens le disent très souvent. Il faudrait donner la parole aux femmes. Elles éduquent. Elles éduquent, oui, mais les grandes éducatrices sont souvent nommées à des postes de responsabilité et ne sont plus devant l'écran pour parler à ceux qui doivent les écouter. Ça, je le déplore, ça, je l'ai remarqué. Les grands journalistes qui, du jour au lendemain, disparaissent de l'écran. Elles sont ailleurs. Pour faire autre chose. Pour faire autre chose, non, pour faire la paperasse, pour être dans l'administration, pour avoir les grands postes, avoir les grands salaires, peut-être, je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous pensez du panafricanisme? Des médias panafricains, par exemple? C'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Parce que le panafricanisme, c'est l'idéal. L'Afrique doit se raconter. On doit se battre pour atteindre l'idéal. Et que ça peut arriver. Mais j'ai l'impression que dans les médias, je parle toujours de la télévision, hein, c'est elle qui nous côtoie le plus. Dans les médias, c'est beaucoup de folklore, beaucoup de bruit. Je pense que souvent, la plupart des médias n'ont aucun respect pour le téléspectateur. Carrément. Ils sont dans leur
plateau, ils conversent comme s'ils étaient autour d'une tasse de thé. Ah non, même si ça semble léger, il faut préparer. Il y en a qui, au son, qui ne préparent pas parce qu'ils n'ont rien à proposer. Ils ont les slogans du moment, ils ont le mot populaire à la mode qui rabâche à longueur de journée, ça fait rire tout le monde, mais moi ça ne m'amuse pas. Alors, je pense, je ne sais pas que je suis pessimiste, hein, mais le panafricanisme, c'est ce qui peut régler la situation. Malheureusement, malheureusement, je pense que le public n'est pas encore éduqué pour apprécier à sa juste valeur tout ce qui est en relation avec la qualité du travail des chaînes panafricanistes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Madame Koura? Continuer. 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 C'est la vérité triomphe toujours. Ouais. Et quand on est dans la vérité, il ne faut pas avoir peur de continuer. L'avenir d'expression? Oui, bien sûr, bien sûr. L'avenir d'expression, moi j'y crois. Oui. J'y crois, j'aime expression, j'aime ce qui se fait. Et sans vouloir trop me jeter des fleurs, j'ai vu certaines chaînes commencer à prendre le format d'expression et faire des émissions culturelles à dominante littéraire. On verra pour la suite. Merci beaucoup. Votre mot de la fin, bien entendu, avant de nous quitter? Il faut continuer à y croire. Oui. Il faut travailler. Surtout, vraiment, il faut travailler. Surtout. Et puis, éviter les fioritures, éviter le folklore. Souvent, j'entends dire, ah, la culture, ah non. Quand il y a culture, la culture, c'est ce qui est beau, ce qui est bien, ce qu'on vit au quotidien. Le reste, c'est du folklore. Alors, il faut bien faire la différence entre le folklore et la culture. Merci beaucoup, Madame Koura. Merci, Penda. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très, très vite avec un autre invité et un prochain thème. Merci.